est-ce que c'est le meilleur programme à faire? Mais celui-là, ça a l'air encore mieux. Est-ce que quand je fais mes curls, il faut bien que je supine et que je tourne comme ça? Est-ce que j'ai suffisamment de ratio de protéines? Il y a tellement de questions qu'on peut se poser et tellement de questions que les influenceurs nous envoient dans la tête qu'on peut vite se retrouver bloqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens passent 90% de leur temps à se soucier des 10% qui servent à rien. Ça fait maintenant 12 ans que je fais de la musculation, mais croyez-moi, des bêtises, j'en ai faites. Et je suis là pour vous faire part de mon expérience afin que vous ne refassiez pas les mêmes. Si je pouvais retourner dans le temps, il y a certaines choses que je ne referais pas. Donc si vous venez de commencer la salle avec les bonnes résolutions ou que ça fait pas longtemps que vous y êtes, ces conseils pourraient vous intéresser. On n'est pas là pour perdre du temps, mais pour progresser. Voici 6 choses que j'aurais aimé pouvoir dire à mon moi plus jeune. Tout d'abord, ça va être l'entraînement. Lorsque j'ai commencé la musculation, je ne savais pas trop quoi faire. À l'époque, il n'y avait pas de ressources en ligne, pas de YouTube, pas d'Instagram avec des programmes gratuits, tout ci, tout ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On copiait les pros. Un de mes premiers programmes d'entraînement, c'était celui d'Arnold Schwarzenegger. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Une séance bras classique, c'était genre 30 séries et on rajoute des choses par derrière et on fait ça 6 fois dans la semaine et ainsi de suite. Tout ça n'a aucun sens quand on est débutant dans la musculation. Lorsque l'on veut courir un marathon, est-ce qu'on se met direct à essayer de faire 40 km ou bien on y va progressivement? Ça sert à rien d'essayer de courir si on peut même pas marcher. Le même principe s'applique. Combien d'entre nous ont regardé les magazines pour vouloir copier les entraînements de Lee Labrada, Lee Priest, que sais-je? Au début, il faut y aller tranquillement. Moins d'intensité, on est là dans l'apprentissage. C'est exactement le même principe qui s'applique lorsque l'on veut apprendre à faire du vélo ou à écrire, ou encore essayer de parfaire son swing au golf. Ça serait mieux d'avoir de la fréquence, s'entraîner plusieurs fois le même muscle dans la semaine pour brancher les câbles. Il faut que nos cerveaux arrivent à utiliser les muscles correctement. Moins d'intensité, le but c'est pas aller à l'échec, que notre technique se dégrade et qu'on risque de se blesser. Et aussi, moins de volume. On n'a pas besoin de se marteler au début pour progresser. Si je devais tout recommencer, je partirais tout simplement sur un full body 3 fois par semaine. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est la diète, ne pas être trop strict. Si on vous parle de bodybuilding, à quoi vous pensez? Poulet, brocoli, Broccoli, chicken breast and broccoli. Chicken breast, 5 chicken breasts a day. So, a lot of vegetables, a lot of kale, brown rice. Brown rice, grilled chicken, broccoli. Boiled chicken breast every 2 hours, which is Chicken and rice and Chicken broccoli. Si vous êtes jeune, vous commencez la musculation, vous avez 16, 17, 18 ans, vous ne devez pas prendre du poids, vous marchez partout, vous êtes super actif, et que vous vous obstinez à manger du poulet brocoli tous les jours, vous n'allez jamais prendre un gramme. C'est ce qui m'est arrivé moi-même quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé, j'étais skinny, 1m85, 70 kg. Et il n'y a que lorsque j'ai commencé à introduire des aliments un peu plus denses en calories dans mon alimentation, un peu plus plaisir, pourrait-on dire, du fromage, des tartines au beurre de cacahuète et ce genre de choses que, enfin, j'ai commencé à prendre. Rome ne s'est pas faite en un jour et nous non plus. La musculation, vous voyez ça sur le long terme. Donc il faut dès le début introduire certes des bonnes habitudes, manger protéiné et tout ça, mais également avoir quelque chose de réaliste. Une diète que l'on puisse maintenir sur le long terme et auquel on ait un minimum de plaisir. On applique simplement la règle du 80-20, 80% d'aliments propres et 20% d'aliments plaisir. Ensuite, il y a l'ego. C'est une des pires choses qui peut nous tuer dans la musculation. Alors oui, je sais, on commence, on arrive, on voit les gros mastodontes qui mettent 4 plaques de 20 kg au développé couché et se font des séries de 15. Nous, on ne veut pas commencer avec juste la barre à vide. On a envie d'être comme les autres, surtout si on s'entraîne à plusieurs avec nos collègues qui nous raillent, qui nous chambrent. Pourtant, c'est la meilleure chose à faire. Déjà pour éviter de se blesser, mais ensuite pour mieux progresser et introduire les bons mouvements. Comme je vous le dis, le long terme. Si dès le début, on introduit la bonne technique, c'est des dividendes qui vont payer pour plus tard. Une fois qu'elle est maîtrisée, c'est à vie ou presque. Et surtout, quand on est débutant, on n'a pas besoin de faire des dingueries, on n'a pas besoin d'être ultra lourd pour progresser. Le corps a envie de progresser. On est en deçà de l'état de nature. Allez-y léger. Gardez-en en réserve, souvenez-vous, apprentissage. Et pas parce qu'un de vos amis met 40 kg au curl qu'il faut s'amuser à le faire et en faisant n'importe comment. Non, à part vous créer des tendinites, ça ne fera rien du tout. Chaque chose en son temps. Troisième chose, ça serait de changer de programme tout le temps. Et oui, des programmes, il y en a partout. Des influenceurs qui clament que leur chose, c'est la meilleure à faire, il y en a également partout. On est abreuvé de connaissances. On nous dit, faire des séries longues, c'est naze. Faire des séries courtes, c'est naze. Que faire? On ne sait pas. Il peut être tentant, excitant même de voir des nouveaux programmes d'entraînement et d'avoir envie de changer. Non, je ne vous conseille pas. Quand vous commencez un programme, finissez-le. Tirez-en un enseignement. Est-ce que tel exercice, telle manière de travailler a été bénéfique pour vous ou l'inverse? Il n'y a que comme ça que vous pourrez progresser car chaque personne est unique. Nous avons une morphologie unique, un background génétique, des prédispositions qui font que tel programme pourra avoir des super résultats avec une personne et des moins bons avec une autre. Et c'est pas en changeant de programme tout le temps que ça va le faire. Pour devenir efficace, pour avoir une bonne technique, pour être fort sur un exercice, il faut le pratiquer un certain nombre de fois. Comme Bruce Lee disait, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois,
mais l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Ceux qui veulent devenir experts en leur domaine font sans cesse la même chose. Alors on voit pas besoin d'exagérer, bien sûr, on peut introduire un peu de variété, mais à tout prix vouloir choquer le muscle n'a pas vraiment d'intérêt, surtout quand on est débutant et même je dirais intermédiaire. Gardez ça pour quand vous aurez beaucoup d'expérience et que vous pouvez déjà maîtriser tout un tas d'exercices. Alors passez au moins quelques semaines, quelques mois idéalement sur des exercices afin de progresser, afin d'en tirer le meilleur parti. Gardez au moins les exercices de base, ceux qui vont vous apporter le plus de bénéfices, les gros polyarticulaires, et changez les isolations, changez les petits exercices pour voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, dans la même veine, nous avons la suranalyse. Et ça, j'en étais très coupable quand j'étais plus jeune. En anglais, j'utilise le terme paralysis by overanalysis. C'est quand on réfléchit tellement qu'au final, on fait rien. On est paralysé. Je me demandais, est-ce que c'est le meilleur programme à faire? Mais celui-là, ça a l'air encore mieux. Est-ce que quand je fais mes curls, il faut bien que je supine et que je tourne comme ça? Est-ce que j'ai suffisamment de ratio de protéines? Il y a tellement de questions qu'on peut se poser et tellement de questions que les influenceurs nous envoient dans la tête qu'on peut vite se retrouver bloqué. Et je le sais, moi en tant que coach, on me pose énormément de questions et des fois des questions qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens passent 90% de leur temps à se soucier des 10% qui servent à rien. Mais leur petite question là, que tes curls tu le fasses à la perfection ou pas, ça va peut-être changer 1% des choses. Alors bien sûr, si tu veux faire une compétition de bodybuilding où tu es déjà avancé, tu as de l'expérience, les petits détails c'est très important. Mais au début, je vais vous dire la chose, au début et même pendant longtemps, pour la plupart des gens, ce qui compte vraiment, c'est l'effort. Le reste, c'est du détail. L'effort est la clé de tout. Comment je le sais? J'ai eu beaucoup de résultats avec des programmes très différents, que ce soit sur moi ou sur mes athlètes. Ce qui fait la diff, c'est de s'arracher. Comme le disait Thibaudeau, le meilleur programme du monde fait à l'arrache sera moins efficace qu'un programme vite fait avec 100% d'effort. Alors arrêtez de vous prendre la tête et allez soulever des choses lourdes. Et enfin, dernier conseil que je donnerai, c'est de ne pas chasser les courbatures. On en revient un peu à l'ego, mais il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se sentir satisfaites après une séance de musculation. Ils ont envie de se sentir rincés, d'avoir travaillé, d'avoir ces courbatures horribles. Et si on ne les a pas, c'est qu'on a mal travaillé. Mais les courbatures ne sont pas indicateurs d'une bonne ou d'une mauvaise séance. Par exemple, je peux vous dire demain, allez faire 500 squats. Oui, a priori, vous aurez des courbatures terribles. Mais est-ce que ça aurait été vraiment un entraînement productif si vous ne pouvez même plus marcher? Il est possible qu'il y ait tellement de dégradation de protéines qu'au final, vous ne créez pas forcément de muscles. De plus, les scientifiques se sont aperçus que les courbatures, effectivement, sont là quand il y a des dégâts musculaires, mais seraient plutôt dues à des lésions au faisceau neuromusculaire, en gros, aux nerfs neurologiques. C'est pour ça, par exemple, que quand on va changer d'exercice, on va en faire un qu'on n'a pas l'habitude de faire. Nos fibres n'ont pas l'habitude d'avoir de la tension impliquée sur elles de cette manière-là, selon cet angle-là, on aura tout de suite des courbatures. C'est pas pour autant que ça sera incroyable, parce que sinon il faudrait changer tout le temps d'exercice. Mais à l'inverse, il faut aussi accepter le fait qu'une bonne séance, on n'a pas forcément beaucoup de courbatures, on n'est pas forcément rincé, on n'est pas forcément mort. Au contraire, on risque peut-être de générer trop de fatigue si on fait ça. Il faut garder en tête que l'objectif de l'entraînement, c'est de progresser. Sauf que trop de personnes veulent que l'objectif de leur entraînement, c'est de se défoncer. La différence entre working out and training. La différence entre s'entraîner et faire de l'exercice. Entraînez-vous et progressez. Et enfin, dernier conseil en bonus, abonnez-vous à Coach Aurel. Comme ça, vous pouvez être sûr d'avoir les meilleures informations scientifiques et de l'expérience des plus gros coachs pour progresser de la meilleure manière. Si vous avez d'autres questions, d'autres conseils que vous auriez aimé donner à vous quand vous auriez commencé, mettez-les en commentaire. Tous les commentaires boostent l'algorithme. À la prochaine.